Alors je vais proposer maintenant qu'on rentre dans le concret pour notamment mesurer comment ça se passe à Marseille avec Daniel Sperling, on a parlé de lui tout à l'heure, qui est l'adjoint au maire de Marseille en charge de l'innovation et du développement par le numérique. Merci Daniel. Gérard Ringer, qui est président de Média Transport. Et enfin, Gabrielle Gauthet, qui est directrice des investissements et du développement local à la Caisse des dépôts. Merci de me rejoindre. Donc je disais, Carlos a tout dit, mais on va quand même essayer de reprendre dans le détail. Peut-être pour commencer avec Daniel Sperling, par Marseille. Donc le maire, tout à l'heure, on l'a entendu, dit que la Smart City, ce n'était pas son domaine de spécialité, mais c'était le vôtre. Donc expliquez-nous ce que vous faites à Marseille. Je vous donne peut-être 4-5 minutes pour nous présenter les choses et on pourra en débattre. Je vais essayer d'être concis et rapide. Carlos me faisait penser à cette phrase d'Albert Londres qui disait « Cette ville est une leçon » quand il parlait de Marseille. Et sans prétendre donner des leçons, puisque je suis tout humble par rapport à ce que vient d'exprimer Carlos, Marseille s'applique à cultiver et à développer un héritage humaniste pour bâtir une ville solidaire, dynamique. Et moi, je rajouterais très simplement durable, intelligente et ouverte à tous. Et il y a seulement quelques années, Marseille n'aurait jamais pu être au cœur de ce forum annuel qui réunit tout ce que compte, notamment Max Armanet me le disait tout à l'heure, près de 8000 inscrits, et on le verra tout au long de la journée, autant d'acteurs, de concepteurs, de réalisateurs de la Cité Nouvelle. Donc aujourd'hui, j'ai bien écouté M. Tortora, Max Armanet tout à l'heure, Jean-Claude Gaudin bien sûr, notre sénateur-maire qui nous a dit la fierté des Marseillais de recevoir ce forum. Et effectivement, il a tracé, au nom de la ville de Marseille, sa propre ambition, l'ambition de devenir une ville durable, intelligente et ouverte, c'est-à-dire pour nous une Smart City. Alors, au départ, l'important c'est de savoir comment on est connecté, puisque Carlos le disait très justement dans son exposé. Et donc on est situé, nous, Marseille, au carrefour de l'Europe et du monde méditerranéen. Notre ville dispose de nombreux atouts dans une concentration de réseaux, télécoms internationaux, faisant d'elle une ville de classe mondiale. Nous avons d'ailleurs inauguré l'arrivée d'Interxion, qui est le leader en matière de data sur la ville de Marseille, qui a investi 45 millions d'euros. Bien sûr, avec Kevin Poluzzi de Jaguar Networks, qui est là sur la place depuis de nombreuses années, qui participe à l'écosystème et qui est l'un des projets d'accélérateur de la French Tech, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce concept de ville-monde est relativement récent. Pourtant, Marseille, on le revendique, est la plus ancienne ville de France, qui était déjà une ville-monde il y a 2600 ans, au moment de sa fondation. Son emplacement géographique, premier point, nous a rapidement permis de nous imposer comme une plateforme stratégique, un carrefour migratoire et culturel de premier plan. On est capitale mondiale de la culture en 2013. On a vu le film tout à l'heure qui vous a été présenté, c'est pas neutre. 4e port de transport de marchandises d'Europe. Et nous avons été classés 40e ville la plus innovante sur 445 dans le monde selon l'OCDE. Alors, on arrive à voir pourquoi Marseille se situe au carrefour. On a de multiples points d'atterrissage de câbles sous-marins de télécom à Marseille. Notre ville se trouve au carrefour de la connectivité entre l'Europe du Sud, l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est près de 20 000 kilomètres de câbles. C'est plus de 8 câbles sous-marins qui relient Marseille à des dizaines de pays jusqu'à Singapour et la Chine. Donc, on peut se poser d'abord la question de savoir comment étendre cela. Et je pense que la métropole, la région, doit devenir une leader dans le numérique dans ce dispositif-là. Cette filière, on le sait, est organisée autour de 4 géants, puisqu'on parle de GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon. On a plus de 2,5 milliards de personnes qui seront liées par Internet dans le monde. Et ces 4 géants-là s'occupent de faire passer ces réseaux et de toucher ces gens-là.
Eh bien, nous, notre région, elle a de forts atouts à faire valoir, cette métropole, bien sûr, cette ville. On occupe la 3e place au niveau de la région en termes de TIC, après les régions Île-de-France et Rhône-Alpes. Donc, il faut hisser cette métropole, cette région, au rang de leader mondial dans la création et le développement des startups du numérique, en créant un terreau propice et un écosystème innovant. Donc, on a besoin d'attirer sur le territoire, là, pardonnez-moi, je parle en tant que conseiller régional aussi, puisque c'est la loi NOTRe qui nous donne cette compétence, d'une part pour la métropole et d'autre part pour la région. On doit tirer une entreprise du numérique, une des plus grosses entreprises, notamment mondiales, dans ce territoire. Et puis, le deuxième aspect que je souhaiterais donner, c'est aussi pourquoi ne pas implanter régionalement à Marseille, bien sûr, capitale de cette région, une grande ONG qui est liée à la Méditerranée. Puisque Carlos le disait très très bien sur le plan mondial, on doit raisonner sur le plan mondial et on doit se donner une attitude très forte. Donc faire en sorte que cette grande ONG de l'Euroméditerranée, du numérique, de l'innovation, du cinéma, des smart cities, soit réorientée, notamment, je pense à la Villa Méditerranée, en ajoutant à sa vocation première d'échange et de rencontre une vocation économique. Donc pourquoi pas l'appeler la Villa méditerranéenne du numérique. Et tout cela, c'est sur Marseille, bien sûr, et on devient justement une ville de transit et de données et d'informations. On peut devenir le premier terrain idéal du prochain hub européen majeur. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si le géant de la vidéo à la demande, Netflix, est venu s'installer dans cette ville à Marseille. Donc le Marseille d'aujourd'hui se mobilise. Et tant dans ses enjeux que dans les domaines de ses infrastructures, je crois que tu le disais très justement, Carlos, il y a 4 invariants, dont les infrastructures, qui vont faire demain la vie numérique avec, bien entendu, l'ubiquité dont tu as parlé tout à l'heure, qui est majeure. Alors, au-delà des mots et de nos espérances, en quelques minutes, très rapidement, on a des réalisations concrètes, elles sont multiples, et elles sont surtout organisées. Nous avons signé, le maire en parlait tout à l'heure, de la charte des opérateurs. Alors, c'est 85% des Marseillais qui sont aujourd'hui en haut et très haut débit, c'est-à-dire 420 000 foyers qui peuvent avoir accès au haut et au très haut débit au niveau de la fibre. Et je remercie bien entendu Orange, SFR, Numéricable maintenant bien sûr, Bouygues. On en parlera avec Stéphane Richard cet après-midi. Très bien. Et qui nous ont permis de faire en sorte d'avoir ces foyers fibrés. On a aujourd'hui le déploiement de la 4G. Le premier opérateur qui l'a mis en place, c'est Orange à Marseille. Et les autres ont suivi aussi. Donc c'est une réalité. La mise en place du Wi-Fi gratuit, le maire en parlait, c'est aujourd'hui 39 bornes dans la ville et c'est 70 à l'horizon 2018 sur les équipements municipaux, les espaces publics. On parlait tout à l'heure du territoire labellisé sans contact mobile. Eh bien, c'est, pour compléter de ce qu'a pu dire le maire de Marseille, c'est plus de 6 millions d'euros que l'État a donné aux 4 collectivités qui ont permis de réaliser une carte pour le bus, le métro, le tramway et le vélo. C'est-à-dire 400 000 voyageurs par jour qui utilisent une carte sans contact mobile. En 2012, on a aussi, c'est très important pour moi, parce que tu parlais d'inclusion numérique. Pour moi, la fracture numérique, c'est la fracture sociale. Et il fallait surtout ne pas laisser les citoyens en dehors des enjeux du numérique. Eh bien, nous avons réalisé avec Numéricable ce que j'ai appelé avec eux le service unique numérique. C'est-à-dire que pour 4,20 €, 20 000 foyers marseillais en habitation à loyer modéré ont pu avoir le triple play, c'est 19,90 € habituellement, Internet, télévision, téléphone, et eu accès à ces solutions. En 2012 aussi... Vous faites encore plus fort que Xavier Niel, c'est ça? C'est pas moi qui le fais, c'est l'opérateur. Mais nous, J'imagine que pour arriver à ce prix, vous avez la ville à apporter quelques moyens. On a soutenu avec le bailleur social pour que, justement, il puisse y avoir accès à ce prix-là. En 2012, on a, afin de développer la solidarité et de lutter justement contre l'exclusion, on a soutenu le site marésidence.fr, qui est le premier réseau territorial français de proximité. Aujourd'hui, sur ce site-là, on peut échanger, donc c'est effectivement des services, des bonnes pratiques, des infos. On a plus de 15 000 visites enregistrées au mois d'août. Près de 10 000 inscrits ce jour et le lancement d'une appli mobile le mois prochain. Enfin, en 2013, le programme Connexion Solidaire avec Emmaüs Connect et SFR a été lancé, c'est-à-dire des points d'accueil pour les plus démunis.
ce qu'on appelle ceux qui sont laissés pour compte, les SDF. Eh bien, aujourd'hui, près de 600 personnes ont bénéficié de cette structure avec des cartes prépayées pour ne pas couper le lien social avec le téléphone. Donc, ensuite, quelques exemples très rapides, parce qu'on a consolidé notre bouquet de services. On a mis en place l'ouverture de données publiques de la ville sur le portail régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Open Data, c'est-à-dire près de 79 jeux de données publiés à ce jour, avec lesquels d'ailleurs on peut réaliser des applications gratuites, bien entendu. La carte CityPass, il en parlait, c'est pour compléter 50 000 cartes vendues à ce jour, pour avoir accès au tourisme, à la culture. La carte Passe Musée, qui est une carte bien sûr sans contact aussi, pour découvrir les musées de Marseille. Enfin, l'application Timo, qui est un paiement dématérialisé de stationnement, lancé en 2015 sur plus de 300 € d'acteurs. On est aujourd'hui à plus de 10 000 transactions, c'est-à-dire on paye à la minute. Enfin, le maire en disait 2 mots, la mise en place d'un totem digital hier, que nous avons inauguré sur la place Bargemont, en phase expérimentale, puisque nous allons voir un peu comment les choses se passent pendant 9 mois, et nous allons ensuite le déployer en mettant une trentaine de bornes de ce type. Donc c'est des infos en temps réel, des QR codes vers le téléphone, du Wi-Fi sur place aussi, et donc un échange de données, captation de l'information sur son mobile, captation du parcours sur le mobile, donc un grand nombre de possibilités, et aussi téléphone directement sur le lieu dit, avec bien entendu son QR code. Bien entendu aussi en 2014, eh bien, vous voyez, tout ça est bien structuré, l'achat des opérateurs, le sans contact, et aujourd'hui la French Tech, l'Alliance d'innovation d'Aix-Marseille, dont je salue l'adjoint au maire ici compétent, qui représente Madame Joissin, Monsieur Stéphane Paoli, avec qui nous avons d'ailleurs hier soir inauguré avec le lancement de Made in Soft, qui est le cluster que l'Alliance French Tech a choisi, près de 800 chefs d'entreprise, et je salue donc son directeur général, M. Soto, ici présent, qui a mobilisé tous les chefs d'entreprise, et c'est une grande réussite, parce que c'est l'inauguration des 15 jours des French Tech Weeks qui démarre, avec bien entendu le salon, le stand de la foire de Marseille, qui s'occupe bien sûr, et qui montre un peu tout ce qui va être fait en matière du numérique sur la foire de Marseille. Donc vous voyez que c'est un écosystème de tout le territoire qui est boosté. Alors notre ambition ne s'arrête pas là, le maire a parlé de la tranquillité publique, je n'en dirai pas plus, c'est un chantier qui nous mobilise sur le service aux citoyens, sur l'environnement. Donc Marseille, effectivement, Carlos, ville durable, intelligente et ouverte, Marseille Smart City. Et comme l'exprime bien le proverbe indien, j'aime bien répéter ça, alors c'est pas près de Medellín, mais on entend le fracas des arbres qui poussent, mais pas le murmure de la forêt qui pousse. Eh bien, ce murmure, cette forêt qui pousse grâce à nous, grâce à vous, ici présents, a tout son sens à Marseille, car il est au service d'un idéal élevé, de faire de notre ville, de notre métropole, de notre région, une ère de prospérité, où pour vous, la vie sera heureuse au cœur de la plus belle région de France. Je vous remercie. Merci, bravo. Donc, beaucoup de réalisations. Daniel, dites-nous un mot quand même de la tranquillité publique, parce que je crois que c'est un sujet, on entend parfois le fracas des armes à Marseille. Est-ce que le numérique en particulier et tout ce que vous faites dans ce domaine peut permettre d'apporter des solutions? On sait que certaines villes, on a parlé de Medellín, mais certaines villes, notamment aux États-Unis, travaillent sur l'utilisation des données pour essayer d'anticiper les moments de tension dans une ville. Oui, alors aujourd'hui, très honnêtement, parce que j'aime bien être très précis, très clair, on est dans la phase de recherche, de travailler sur les sujets, de trouver les bons sens. On a installé un certain nombre de caméras de vidéoprotection qui travaillent énormément sur la sécurité, mais surtout sur la liaison entre ce qui pourrait être demain les capteurs qui seraient installés, que ce soit pour sur les voies de circulation, que ce soit pour les problèmes de voirie, qui vont faire qu'on va proposer une démarche qui est portée d'ailleurs par ma collègue Madame Posmentier, qui va permettre de réaliser cet observatoire. Donc je préfère qu'on le dévoilera un peu plus tard, mais dans les outils... On en reparlera à Smart City Marseille 2016. Aucun problème, la réalité sera là. Gérard Inger, donc vous êtes président de Média Transport. On a donné quelques exemples avec Daniel Sperling de réformes, enfin de mesures concrètes qui sont mises en œuvre par Marseille, la ville de Marseille. Vous qui êtes donc à la tête d'un groupe qui notamment
met en place énormément de panneaux d'information. Et vous avez notamment un contrat important avec la RTM à Marseille. Comment est-ce que vous voyez les nouveaux usages du numérique au service des habitants? Parce que, comme l'a dit Carlos, il faut les infrastructures, c'est important, mais il faut aussi les nouveaux usages et répondre finalement aux attentes, aux réels besoins des gens. Je crois que ça marche. Je dois dire que... Bonjour. Je dois dire que d'abord que je suis assez admiratif de ce que Daniel et l'équipe municipale a fait sur Marseille en quelques années. En dehors de mes fonctions à Médiatransport, il m'arrive d'écrire des livres. J'en ai écrit un sur Gaston Deffer, qui est paru il y a 4 ans, et pour lequel j'avais interviewé monsieur Jean-Claude Gaudin. J'ai le sentiment que Marseille, quelles que soient les difficultés, continue à se développer. Deffer, entre 1953 et 1986, a modernisé la ville dans les domaines de la santé, de l'école, des transports. Il est mort en 1986, donc la révolution numérique, il n'a pas connu. Mais je vois que Marseille, aujourd'hui, continue à se développer, notamment dans ce domaine numérique. Alors nous sommes dans le domaine du transport, effectivement, et nous travaillons avec la RTM depuis 1978. Nous espérons travailler avec elle encore longtemps. Le métro date de 1977 à Marseille. Donc le regard que nous portons aujourd'hui sur le métro de Marseille, c'est celui que nous avons porté sur la RATP à Paris, ce que nous portons sur le métro à Toulouse ou à Rennes, avec lesquels nous travaillons, c'est-à-dire la nécessité de faire entrer le métro dans l'ère numérique. Alors, vous avez commencé effectivement avec les passes qui permettent aux voyageurs d'utiliser les systèmes numériques. Nous continuons et nous espérons pouvoir continuer, comme nous l'avons fait ailleurs, avec l'installation de panneaux publicitaires numériques dans le métro, avec l'utilisation et l'usage du Wi-Fi. Et à Paris, nous avons des expériences sur les bus qui vont à Roissy, bientôt à Orly. Nous avons équipé 2 bus de manière expérimentale. Nous espérons en équiper bientôt 30. Et la même chose pourra se faire à Marseille, c'est l'utilisation du Wi-Fi dans les bus. Et ça existe déjà à Barcelone, donc est-ce que Marseille, je crois qu'il y a un appel d'offres en cours d'ailleurs sur ce sujet. Absolument. Ça va se faire en 2016 ? Je ne sais pas si ça se fera en 2016, mais... Non, là, en l'occurrence, c'est la compétence de la métropole, et maintenant, enfin, de la communauté urbaine et demain de la métropole, puisque la RTM dépend directement au niveau de la mobilité, bien sûr. En termes de compétences. Et malheureusement, je n'ai pas été choisi pour entrer à la métropole. Donc, c'est nécessaire, en tout cas, il va falloir le faire, c'est évident. Je crois ça, j'ai été reçu. Je crois que l'utilisation du numérique doit se développer dans les transports à Marseille. On n'en est encore qu'au balbutiement. Mais l'installation future, je pense, de panneaux numériques, et j'espère avec nous, l'installation de Wi-Fi devrait multiplier les usages pour les voyageurs et les capacités d'information qui devraient permettre aux voyageurs aussi bien d'avoir des informations sur le trafic et sur la situation dans les transports que la possibilité d'utiliser leur smartphone pour avoir accès à différentes plateformes et notamment à des plateformes d'e-commerce. Donc là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à faire à Marseille, mais je crois que le processus est en bonne voie. Vous voyez votre rôle uniquement dans porter la plateforme, l'outil, l'infrastructure, ou alors est-ce que aller vers les contenus est quelque chose, travailler avec des startups, répondre à un certain nombre de besoins qui ne sont pas couverts, c'est quelque chose sur lequel vous pourriez aller Nous travaillons avec les startups à Paris, notamment avec plusieurs startups. Nous les aidons d'abord par des campagnes de publicité pour qu'elles se fassent connaître et qu'elles puissent pouvoir recueillir des fonds de la part du public ou d'investisseurs si elles le souhaitent. Et nous sommes amenés à travailler plus concrètement avec certaines startups sur des projets précis. Et ce que nous faisons à Paris, nous pourrons le faire sans problème à Marseille si nous trouvons des partenaires qui ont des projets susceptibles de nous intéresser et que nous serions susceptibles d'intéresser. Vous entendrez toute la journée un certain nombre de pitchs de nombreuses startups on est là pour ça. qui ont des projets intéressants.
peut-être ils viendront vous voir. S'il y a des volontaires, n'hésitez pas. Valérie Descamps est là, je suis là, donc nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Gabrielle Gauthet, donc je disais, vous êtes de la Caisse des dépôts, directrice des investissements et du développement local. On sait à quel point la Caisse des dépôts, aujourd'hui, un grand investisseur institutionnel, veut accompagner les collectivités locales. En plus, à un moment, on en a parlé tout à l'heure, où leurs finances souffrent et il faut essayer d'investir vers l'avenir. Donc, pour vous, la Smart City, c'est un levier de transformation des villes. Et comment la Caisse des dépôts peut-elle accompagner les villes dans toutes les transitions qui les attendent? On parle beaucoup de la transition écologique. On sait aussi qu'il y a la question de la transition urbaine, de la transformation, la densification des villes, qui va changer forcément le visage de nos villes demain. Comment est-ce que vous voyez les choses de votre côté? Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer. La Caisse des dépôts, effectivement, est en accompagnement de toutes les transitions qu'on a décrites. La transition territoriale, et elle est majeure en ce moment, vous avez évoqué la loi NOTRe, elle est majeure. La transition démographique, la transition énergétique et la transition numérique. Donc, en 2 mots, la transition territoriale, avec l'urbanisation galopante qu'a décrite Carlos, elle est en 2050, je crois que 80% de la population mondiale sera urbaine. Et puis notre pays a aussi à faire face à un aménagement du rural qui va de pair. Donc ça, c'est le premier enjeu. Vieillissement de la population. Et je dirai un mot tout à l'heure de comment le numérique peut accompagner cette transition. Fracture sociale, comment le vivre ensemble est un vrai sujet. La transition démographique, la population d'une ville, elle est diverse. Il y a les besoins des usagers qui sont des jeunes, des plus anciens, des familles, de plus en plus de célibataires, de familles isolées, des visiteurs et des touristes. Donc un besoin d'accès à l'éducation, à la santé, au commerce, au logement, à l'hébergement. J'étais hier au congrès HLM, je peux vous dire que c'est un vrai sujet, et de sécurité. Deuxième transition, effectivement, l'écologie. On va avoir la COP21 chez nous, mais les émissions de CO2, les villes représentent 75% des émissions de gaz à effet de serre, et 60 à 80% de la consommation énergétique. Et donc la ville de demain, elle doit faire face à des enjeux de gestion des transports, l'éclairage urbain, gestion des déchets, gestion de l'eau, gestion des bâtiments, enjeux économiques, création d'emplois grâce au numérique. Donc là, tout est prouvé qu'une start-up ou une entreprise qui est numérisée, et nos entreprises françaises le sont encore insuffisamment, a une capacité de création d'emplois et d'export décuplée. Ensuite, dernier défi auquel Carlos faisait allusion, le défi culturel et touristique. Et tous ces défis, je sais bien que Marseille les a embrassés. Donc la dernière transformation, c'est effectivement la transformation numérique. C'est une énorme transition. Laissez-moi juste revenir en 2 mots. Effectivement, c'est le secteur dont je suis issue, pour vous dire que la façon dont elle bouleverse et dont elle va faciliter l'ensemble de ces 4 autres grandes transitions. Elle est radicale. Je ne sais pas si on se rend compte que la pénétration du smartphone, le smartphone est l'innovation qui, dans l'histoire de l'humanité, a eu la pénétration la plus rapide. C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, le smartphone a eu la même pénétration en 18 mois que la télécouleur en 15 ans. Donc ça vous donne l'échelle de... Vous avez tous l'expérience avec vos enfants, hein. À 12 ans. Donc c'est quelque chose qui est totalement révolutionnaire, qui révolutionne d'autres continents. Dans une vie antérieure, il y a quelques mois, j'étais dans une grande entreprise en charge justement d'aller voir les ministres de la planète et des maires des grandes villes pour essayer de leur faire appréhender et de leur construire avec eux justement des systèmes un peu innovants. Ça bouleverse le continent qui est en face de nous, ça révolutionne l'Afrique. Et il faut qu'on soit très modeste parce qu'il y a énormément d'innovations d'ailleurs. Ça sera un point que j'évoquerai. Regardons ce qu'ils font. Avec le numérique, ils n'ont pas tous des smartphones, pour le coup. Ils sont obligés d'avoir des innovations plus, j'allais dire, frugales. Non, détrompez-vous. Dans les slums de Nairobi, ils ne mangent pas à leur faim. Ils ont tous un téléphone. Tous un téléphone, j'ai dit, mais pas un smartphone. 8 sur 10 en flux sont des smartphones. 8 sur 10 en flux. Détrompez-vous, sont des smartphones. Ils ne mangent pas, mais ils veulent un smartphone. Parce que pour vous, c'est la survie. C'est l'optimisation de la pêche pour les pêcheurs, etc. Non, ils ont des smartphones. C'est ahurissant. Donc l'explosion, et il faut qu'on soit conscient que, et vous en êtes conscient quand vous avez dit le très haut débit, le trafic va être multiplié par 5 sous l'effet combiné de cette explosion, non seulement des smartphones,
mais de l'ensemble des capteurs, parce que dans 15 ans, il n'y aura plus un seul objet qui n'aura pas... l'ensemble des capteurs qui ne sont pas connectés, donc on va multiplier par 10 000 l'ensemble des objets connectés. On aura évidemment, la vidéo va exploser, puisque nos enfants, ils regardent, ils veulent échanger de la vidéo. Et troisièmement, l'effet du cloud, c'est-à-dire on a des capteurs reliés au cloud. Donc ça fait une explosion des débits, que l'hertzien n'arrivera pas, le spectre va être trop rare, et donc l'infrastructure fixe, mais fixe, attention, ouverte, neutre, non discriminatoire, pas captée par un certain nombre de grands acteurs dont on a cité quelques-uns, et c'est décisif pour les PME, soit mise en place. Alors en quoi est-ce que le numérique va nous permettre de rendre la ville de demain plus fluide, les transports, plus durable, écologique, plus sobre, plus résiliente et plus inclusive en termes de citoyenneté participative. Quelques exemples juste assez courts. En termes démographiques, le maintien des personnes âgées à domicile, il est absolument vital, essentiel, que le numérique nous permette d'éviter les coûts de placement de personnes âgées dans d'une population vieillissante, et il peut le faire en combinant toujours de l'humain et du numérique. Nous y travaillons. C'est plutôt d'ailleurs du ressort des départements. L'APA explose et on va vers une catastrophe si on ne travaille pas rapidement vers ce que le coût social évité. Deuxièmement, là, tout ce qui est effectivement télémédecine. Là encore, pardon, mais l'Afrique est beaucoup plus en avance que nous. Moi, j'ai monté, grâce à un consortium, là, des systèmes quasiment de sécurité sociale au Sénégal et des choses beaucoup plus innovantes parce que nous sommes dans un carcan entre la sécurité sociale, l'APA, les collectivités, notre système d'assurance maladie, les médecins qui sont... donc gardons les écoutilles ouverts pour voir les innovations qui se passent de l'autre côté des continents. Essayons d'ailleurs de les rapatrier. Donc, ça, c'est démographie. Fluidité des transports, mon voisin l'a bien dit, le numérique est essentiel d'abord pour la billettique, tout ce qui est carte, information, report modal, information des voyageurs, parking intelligent. Est-ce que vous savez qu'un Parisien perd une année de sa vie à chercher un parking et qu'un tiers des voitures qui sont en train de rouler cherchent à se garer? Donc, ensuite, autopartage, ce n'est pas que Blablacar, je suis entièrement d'accord avec Carlos. Des quartiers de ville s'organisent pour que les entreprises mettent en place des systèmes, grâce aux réseaux sociaux, d'autopartage. Nous avons des choses très innovantes en milieu rural que nous soutenons, que nous finançons, de partage d'ambulances pour les personnes âgées, donc de choses très locales. Le non-déplacement grâce aux centres de télécentres, de coworking, aux espaces de partage. Il y a des consortiums très intéressants qui se montent. Nous sommes avec la ville d'ici, un certain nombre de grandes entreprises en train de, justement, sur ce régulation du trafic, combinaison d'autopartage, régulation des trafics, centres de coworking. Donc le numérique est absolument essentiel pour fluidifier et rendre nos villes plus vivables. La sécurité, on en a parlé. Le système prédictif de délinquance. Mexico a mis en place... avait envisagé un système très coûteux avec une grande entreprise américaine qui devait lui faire l'application. Il a finalement, grâce à j'en dirais un mot, la citoyenneté participative, fait un système prédictif de la délinquance qui est très, très performant pour quasiment zéro. On pourra en reparler. Ensuite, la transition énergétique, transition écologique. Les ENR, un certain nombre de villes ont mis en place des cadastres solaires pour voir quelles sont les cartographies qu'on peut mettre à la disposition pour l'implantation de, par exemple, donc tout ce qui est cartographie numérique. Les smart grids, le mélange du numérique et des réseaux électriques est essentiel et va permettre de plus en plus une production décentralisée. Les territoires énergie positive, nous en connaissons un certain nombre puisque nous accompagnons donc cet appel à projet. Enfin, les immeubles intelligents. Nous sommes en train de mettre en place également des offres de sobriété des bâtiments grâce aux capteurs qui vont pouvoir avoir des systèmes beaucoup plus intelligents vis-à-vis de l'éclairage, de la gestion du chauffage, ce genre de choses. Mais également l'arrosage des parcs publics. Vous citiez Barcelone. Barcelone a mis en place un système assez sioux et très fin de capteurs et d'orientation des capteurs en fonction de la météo de l'ensemble de ces parcs et jardins. Enfin, il y a des systèmes, des enjeux en matière d'écologie absolument étonnants. Bon, enfin, le développement économique, mais je pense que ce territoire en est absolument... J'étais à la French Tech hier, convaincu, la libération des données publiques, l'open data permet de créer des startups, mais aussi des applications. Le développement touristique, essentiel, que la valeur ne soit pas entièrement captée par un certain nombre des grands acteurs que vous citiez, que tout n'aille pas la valeur d'un territoire, de notre richesse. Et la France se doit, est la deuxième destination mondiale en matière de tourisme. Donc c'est un vrai sujet que la valeur ne soit pas entièrement captée par des Airbnb et de Booking.com, mais qu'elle reste dans nos territoires et qu'elle se réimplante.
Et un dernier mot sur la participation citoyenne, Philippe. Vous vouliez que j'en dise un mot, et les exemples. Parce que l'innovation, grâce à ces technologies, elle n'est pas que technologique. Elle est évidemment grâce à la transformation du comportement des citoyens. Alors là, bon, évidemment, l'open data permet déjà de libérer un certain nombre de créer, et que le citoyen se remette à être acteur de sa ville. Nous avions participé avec Carlos l'an dernier à l'IDAT, à une table ronde assez intéressante où il y avait un certain nombre de chercheurs, une chercheuse à Bruxelles qui avait donné des exemples étonnants à Gand et à Athènes de services qui avaient été mis en place grâce à la participation citoyenne. J'ai cité Mexico. À New York a fait, Daniel Latorre a mis en face des cartographies des pistes cyclables grâce aux citoyens. C'est les citoyens qui l'ont mis en place, des cartes numérisées. Bon, la participation citoyenne, elle est évidente dans la participation dans l'électeur, la participation politique, les conseils de quartier en ligne, donc la participation, la démocratie participative est un élément essentiel. Enfin, l'habitant capteur, utiliser la force de la multitude, c'est ça le numérique, hein, c'est décider d'utiliser la force de la multitude pour participer à la vie de la cité. L'application Répare ma rue à Paris, qui permet à un Parisien de signaler, mais également à San Francisco d'agir sur la réparation d'un banc, le repeindre un lampadaire. Enfin, il y a des applications assez étonnantes. Voilà. Donc, comment rendre ça? Juste un mot peut-être sur Marseille et sur ce que nous faisons à Marseille. Parce que nous sommes en train de lancer, à l'initiative de donc la Caisse, dans le cadre de la convention de partenariat signée avec la mission interministérielle, le projet métropolitain. En juin 2014, nous avons lancé une étude de prise en compte du numérique dans la construction de la métropole Aix-Marseille-Provence, confiée donc au cabinet Tactis, qui est présent dans la salle. Là, il s'agit d'aboutir à un document d'interpellation stratégique à destination des futurs décideurs de la métropole. Je suis désolée, Daniel, que vous n'en soyez pas parti, mais voilà, mais qui va partir. D'accord, vous êtes dedans. Mais c'est une méthodologie résolument collaborative et je vous invite à participer autour de 6 ateliers. Et l'objectif, c'est nous allons recourir à un appel public à contribution. J'étais hier dans un taxi qui m'a dit qu'il sortait de la French Tech, qui voulait participer à la création d'une application justement pour résister. C'est un taxi Uber ou c'était Eh ben voilà, non, qui voulait. Donc je lui ai donné le nom du site. Donc avec un certain nombre de thématiques. Donc cet appel public à contribution est lancé aujourd'hui en marge de cette journée et va nous permettre certainement encore d'imaginer d'autres choses parce qu'il faut qu'on soit très modeste dans cette démarche, parce que c'est des systèmes qu'on imagine, on a l'âge que nous avons, mais je pense que la ville de demain, elle sera imaginée par les ados d'aujourd'hui, qui feront des choses que nous... Et c'est ça un peu la beauté de... Nous, on peut essayer d'imaginer tout ce qu'on veut, on n'imaginera jamais, je pense, ce qui va se passer. Si un service n'existe pas, il y aura toujours une appli pour ça. Voilà, et il faut qu'on reste suffisamment habile, agile, innovant et un dernier mot, je pense que la France a de vrais atouts à revendre à l'ensemble de ces villes. Évidemment, nous avons des villes anciennes qui doivent se reconstruire sur elles-mêmes. L'initiative Vivapolis, là, nous avons des urbanistes, des architectes qui, combinés à tout ce que notre savoir-faire numérique, doit pouvoir s'exporter. Ah bah, tout ce qu'on fait à l'îlot à l'Arche, je pense, va servir de laboratoire. Croyez-moi, les villes de Chine, pas que là, les villes de Chine, les villes qui se construisent, mais Carlos les connaît aussi bien que moi, il est plus facile de construire une ville numérique en greenfield que de réinventer parfois nos vieilles villes sur elles-mêmes. Mais on a de réels atouts à vendre. Absolument. Gérard Inger voulait réagir. Je voulais réagir parce qu'en vous entendant tous les trois, vous avez développé tout ce qu'il est possible de faire avec le numérique, sauf une chose, l'éducation, avec ce qu'on appelle d'un terme que je n'aime pas, le e-learning et les MOOCs. Or, c'est quelque chose d'essentiel, peut-être pas pour l'enseignement primaire, parce qu'il y a des mécaniques à acquérir autrement, mais pour l'enseignement supérieur et pour la formation professionnelle. Et je suis surpris qu'aucun d'entre vous ne l'ayez évoqué, parce que c'est quand même une piste d'avenir. Pour en revenir au transport rapidement, vous avez raison, madame, d'avoir évoqué l'open data, parce que sur beaucoup de points, vis-à-vis de la révolution numérique, le transport est encore en retard. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites par tous les réseaux. Ça ne concerne pas que les RTM. Hein. À Paris ou à l'étranger, c'est pareil. L'accès à la Wi-Fi, à la 4G, etc., dans les domaines des transports est loin d'être assuré partout, y compris en France. Et ce n'est seulement maintenant, depuis quelques années à peine, 2 ans, qu'on commence à utiliser les ressources de l'open data
sur un plan publicitaire pour mieux cibler, mieux connaître les habitudes des voyageurs. Et là, on n'en est encore qu'au début. Alors, si on va jusqu'au bout, on tombe dans Minority Report et les bouquins de Philippe Cadic. Donc, il faut faire attention aussi au développement du numérique, parce que c'est comme la langue d'Ésope, hein, c'est pas que les meilleures choses, ça peut être aussi les pires. Il faudra faire attention à ça. Mais pour dire qu'en matière de transport, nous n'en sommes qu'au début d'une révolution beaucoup plus large, et il y a pour de nombreuses années de travail et de développement. C'est la question que je voulais poser à Carlos, qui n'a pas parlé encore à cette table ronde. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, à un moment donné, de rébellion des citoyens contre ce monde de données où on va tout savoir autour? Voilà, il y a un côté Big Brother. Il y a une dimension politique quand même à tout ça. Enfin, on en a un peu parlé. Qui décide finalement? Est-ce que ça vient d'en bas? Est-ce que ça vient d'en haut? Comment faire en sorte d'assurer ces équilibres? Est-ce que c'est une question dont tu as l'impression qu'elle commence à être prise en compte? La réponse est très différente selon les continents et selon les usages auxquels on a une certaine habitude. Quand on est dans des villes en Afrique dans lesquelles il y a très peu de démocratie et par contre l'outil, que ce soit les smartphones, les smart devices, les réseaux sociaux, se popularisent, ça donne effectivement un engouement qui fait que les citoyens injectent énormément de données, énormément d'informations, même au-delà de ce que nous, en France, on peut imaginer. Et ça devient un outil de création de valeur absolument extraordinaire. Donc, j'étais en Afrique il n'y a pas longtemps, mais j'étais aussi en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps. Un pays qui sort de l'apartheid, ça fait même pas 15 ans que les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas être assis côte à côte. Aujourd'hui, l'outil numérique est un outil qui est extrêmement bien utilisé. Je vous rejoins, y compris pour la formation très jeune. En Amérique latine, les succès que j'ai montrés de Medellín, c'est un succès qui s'est fait sur une vingtaine d'années. Le maire de Medellín l'a dit à plusieurs reprises quand on l'a invité, il sera là en fin d'après-midi. Et la racine de la transformation a été la formation des plus jeunes et également la formation ensuite pour les adolescents. Et l'outil numérique a permis que les adolescents s'intéressent à la vie plutôt qu'aller braquer ou tuer son prochain. Donc je pense que nous, occidentaux, effectivement, avons, et c'est légitime, cette discussion sur jusqu'où nous donnons de données privées, en sachant que dans la pratique, je vous mets au défi, messieurs, dames, nous donnons beaucoup plus d'informations que ce que nous râlons en permanence. Combien de vous, parmi vous, ont donné vos fingerprints pour débloquer votre iPhone, et voilà, donc vous payez un abonnement de X par mois. On a déjà perdu sur ce terrain. Voilà, sur ce terrain, je pense qu'on donne plus d'informations que ce que notre conscience nous amène effectivement à dire qu'on n'est pas d'accord. Daniel Sperling, un mot là-dessus. Est-ce qu'il faut nommer un adolescent à la tête de la Smart City, à la mairie de Marseille? Vous êtes provocateur, très cher. Non, je suis là pour ça, sinon je me... non, moi, ce que je voudrais rajouter si je peux rajouter quelque chose sur Carlos, mais sur le respect de la vie privée, c'est un enjeu fort pour nous ici, et je pense sur le plan national, pour que les systèmes soient acceptés par les citoyens, sans risque de peur d'ailleurs lié à un Big Brother. Aujourd'hui, il n'y a aucun frein réellement, ce que disait Gérard, pour respecter la vie privée dans la Smart City. Aucun. Il faut simplement respecter ce qu'on appelle la privacy by design, hein, la protection intégrée de la vie privée. À partir du moment où on peut travailler sur l'anonymat, il n'y a plus d'ambiguïté. L'important, c'est quoi? C'est le problème de la confiance. C'est le facteur clé de succès de l'usage des services. Donc à l'arrivée, si véritablement on fait un arbitrage entre l'anonymisation et le niveau de service rendu, donc l'usage, on arrivera à équilibrer justement ce respect de la vie privée. Tu es d'accord? La ville participative, c'est des expériences que vous commencez à faire en utilisant oui, sur la ville participative, au-delà de Smartseille, de l'îlot à l'air dont le maire a parlé largement avec Eiffage, il y a une expérimentation qui s'est déroulée avec Laure Agnès Caradec, qui est adjoint au maire à l'urbanisme de la ville de Marseille, sur ce qu'on a appelé, d'ailleurs le maire en a parlé, quartier libre, qui prend à la fois la gare métropolitaine et le quartier de la Belle de Mai sur un changement, une innovation et une valorisation de tout un quartier. Et effectivement, il y a eu la volonté de concerter, de co-construire pour définir un cahier des charges du dialogue compétitif. Donc on a précisément été chercher 10 000 adresses dans le fichier électoral
donc auquel tout le monde peut avoir droit et pouvoir accès. On a extrait donc 75% du quartier et 25% sur la ville. Eh bien, et on a distribué 5000 prospectus dans la rue pour faire participer les citoyens. Le résultat, il y a eu 500 affiches dans les écoles aussi, puisque les écoles ont participé, les collèges du secteur ont participé. Il y a eu 3 ateliers. Le résultat de cette mobilisation, c'est important, c'est plus de 150 participations dans chaque atelier et un site internet. Donc on parlait d'Idéaction de Paris tout à l'heure. Nous, ça s'appelle quartierlibre-j'en-parle.net. Eh bien, nous avons eu plus de 5000 connexions sur ce sujet. C'est pas neutre du tout pour un quartier qui doit être rénové et pour réaliser ce cahier des charges. Plus de 200 contributions et 150 réponses sur le quiz. Donc on est en marche sur effectivement une démarche de concertation du citoyen pour faire que la ville de demain soit ouverte et intelligente. Bien, merci beaucoup et merci, ça sera le mot de conclusion parce que j'ai pris un peu de retard. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais on n'a pas beaucoup de temps, mais si vraiment il y en a une ou deux qui sont... Je vois une main qui se lève, on va les prendre, on va les regrouper s'il y en a. Alors un micro ici, et puis on va passer à la table ronde suivante. Merci de vous présenter et de faire une question si possible. De préférence. Bonjour, Martine Besto et je suis linguiste. Sur la ville de Marseille et au sujet de la vie participative du citoyen à Marseille, malheureusement, ça reste très très localisé, c'est pas du tout général. Et ça manque terriblement parce qu'il y a des tas de projets qui sont faits à Marseille où le citoyen n'est pas du tout consulté et ça crée beaucoup de tensions. Et après, justement, c'est trop tard pour qu'il y ait une vraiment collaboration entre le citoyen et les projets. Et ça manque terriblement. Donc, au lieu d'avoir que des projets localisés, à l'heure actuelle, on aurait besoin d'avoir des projets qui se développent beaucoup plus dans les quartiers de Marseille, surtout tous ceux qui sont en train de changer à l'heure actuelle. La décision est toujours prise en haut, mais jamais on est consulté au niveau du citoyen de base. On subit les projets à l'heure actuelle. Donc voilà. Merci. Non, c'est une très bonne remarque. Oui, c'est une remarque, mais ça reste une remarque engagée. Donc moi, je vous dis clairement qu'on a bien démarré. La ville intelligente, c'est effectivement une méthode de concertation. Cette méthode, c'est une méthode de mobilisation citoyenne. On a démarré réellement à le faire, effectivement, quartier par quartier. Et chaque projet nous permettra de faire en sorte que l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais réellement soient sollicités pour y participer. Y a-t-il une autre question? Bon, je crois que non. On va remercier nos 4 intervenants. Merci à tous.